Voici Info.tvc en manchette. Nous faisons un retour sur la compétition régionale de patinage de vitesse qui a eu lieu à l'Arena d'Amqui le 11 janvier dernier. Chantal Lavoie, préfet, vous commente le budget de la MRC de la Matapédia pour 2020. Pascal Bérubé, député de la circonscription Matane-Matapédia, dresse le bilan de l'année 2019 et vous êtes invité à prendre une bonne résolution pour 2020. Vous entraînez au Gym Mario de Saint-Léon-le-Grand. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission d'Info.tvc. Cette semaine, on retourne en 2019 et on vous aide aussi à tenir vos résolutions pour 2020. Merci d'être avec nous. Alors, Nathalie, bonjour! Bonjour, Émilie! Oui, t'es allée à une compétition de patinage de vitesse qui a eu lieu à Amqui récemment. On voit des images en arrière de nous. Peux-tu nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé? Oui, en fait, je suis arrivée à 14h30 à l'Arena pour prendre les dernières compétitions qu'il y avait, les remises de médailles. Mais finalement, ça s'est tellement passé vite. Je sais pas si les athlètes patinaient plus vite qu'à l'habitude. Ça s'était déjà terminé à 14h30. Heureusement, j'avais des femmes qui sont très impliquées dans le club de patinage de vitesse d'Amqui qui m'ont fourni des images. Ici, c'est Stéphanie Fournier qui m'a fourni ces images. Mais j'ai quand même eu la chance d'assister aux remises de médailles. Alors, je tiens à féliciter, il y avait Elliot Thériault dans 5 ans mixte. Il y avait Émile McNicol aussi qui s'est illustré. Olivier Leclerc, Amandine Ayotte, Chloé Vaillancourt et Maëlle Paquette. Nous avons pu les voir monter sur le podium. Ça, c'est tous des athlètes du club d'Amqui. Oui, c'est ça. Il y en avait 13 en tout qui participaient. Là, je les nommerai pas toutes, parce que, tous et toutes, parce que, ça en fait plusieurs, mais c'est possible d'aller chercher les résultats sur le site de la Fédération de patinage de vitesse, qui est fpvq.org. Puis, il y a tout le classement qui est là. Mes félicitations à nos athlètes, vraiment, là, une 13aine de jeunes qui ont pu participer, s'illustrer. Puis, je tiens aussi à souligner que Olivier Leclerc, c'est le frère d'Emmanuel qui s'est qualifié à Placid Lake, puis qui a réussi à pouvoir se qualifier pour les championnats canadiens. Donc, c'était les championnats canadiens sur longue piste. Donc, vraiment, on espère le meilleur pour elle, mais c'est le fun de voir que son petit frère peut suivre sa grande sœur. Alors, c'était vraiment une belle expérience à vivre, là, de voir tous ces jeunes sur le podium. Encore une fois, un sport de glace dans la Matapédia qui a du succès. Bravo! Longue vie au club de patinage de vitesse. Oui! Merci, Nathalie! Nathalie est allée à la rencontre de Chantal Lavoie, la préfète de la MRC, pour nous parler du budget 2020 qui a été adopté avant les fêtes à la MRC. Chantal, on se retrouve en 2020 pour parler du budget parce que il y a tellement de détails là-dedans. Là, j'aime mieux en discuter avec quelqu'un qui s'y connaît. Il n'y a pas de changement énorme, mais on peut quand même dire une bonne nouvelle pour les quotes-parts, ça a baissé cette année. C'est sûr que l'arrivée du nouveau pacte fiscal est quand même favorable là, pour le budget. Ça facilite effectivement certaines aisances, on va le dire comme ça, qui permet justement à nos municipalités d'avoir un peu de souffle aussi. Au niveau des quotes-parts, on avait un travail à faire. Le Conseil avait mandaté la MRC, essayer de trouver pour que la hausse soit pas au plus élevée que la fameuse IPC, là, l'indice de consommation. Par contre, on est vraiment au-dessus de ça parce qu'on a même réussi à avoir un moins 0,14 % cette année en quote-part. C'est sûr que quand on regarde le budget, si on regarde les chiffres globaux, c'est plus élevé. On parle d'une augmentation de à peu près 8 %.
au global, mais par contre, au niveau des quotes-parts, là, c'est la partie vraiment plus municipalité qui est chargée par la MRC. Et là, on a une baisse significative quand même. Je pense que moins 0,14, c'est quand même significatif. Évidemment, bien, comme je le dis, les revenus supplémentaires que le pacte fiscal redonne à la MRC et aux municipalités, bien, vient alléger un peu tout ça. Mais évidemment, dans le budget, bien, ça fait une augmentation dans les revenus, mais ça fait aussi une augmentation dans les dépenses parce qu'il faut la dépenser, ces sous-là. On n'a pas du tout l'intention de le retourner à Québec. Donc, puis la particularité du budget de la MRC, c'est qu'il y a plusieurs parties aussi. Il y a exactement 10 parties dans le budget, plus le budget des TNO, les territoires non organisés. C'est la MRC qui agit comme municipalité pour les territoires. Donc, c'est un autre budget aussi que la MRC doit adopter. Mais ce qui préoccupe plus les gens, souvent, c'est la partie de l'ensemble. Donc, le budget de la MRC, là, je vais regarder mes notes parce que je ne me souviens pas par cœur de tout ça. Cette année, on parle d'un budget de la partie pour l'ensemble des municipalités. Donc, 12 549 545. Ça, c'est le budget global. Et si on ajoute à ça toutes les particularités, les différentes parties, c'est par exemple, je vais donner un exemple simple à comprendre. Le secteur Est et le secteur Ouest sont des premiers répondants, un service de premiers répondants. Et ces premiers répondants-là, c'est les municipalités de l'Est ou de l'Ouest qui contribuent à ce service-là, pas l'ensemble des municipalités. C'est pas les mêmes coûts, c'est pas c'est pas réparti pour l'ensemble, donc ça amène des parties différentes. Il y a aussi, bon, la route verte qui est là-dedans, toute au niveau des terres intramunicipales, l'inspection municipale. Donc, il y a des municipalités qui ont leur propre inspecteur, d'autres qui utilisent le service de la MRC. Ça fait des parties différentes. Fait que si on ajoute ces différentes parties-là, on est plus aux alentours d'un budget de 13 788 964. Donc, c'est sûr que c'est quand même des budgets... faut le dire, là, plutôt quand on entend ça, on dit « wow », là. Ouais. Mais c'est sûr que la MRC de la Matapédia, c'est une coop de services pour l'ensemble des municipalités. Donc, oui, on offre beaucoup de services à nos municipalités, mais ça, il y a des coûts reliés à tout ça. Donc, effectivement, il n'y a pas que les quotes-parts qui payent le budget. Les quotes-parts, ça représente quel pourcentage environ? Bon, si on regarde au niveau des quotes-parts pour l'ensemble des municipalités, là, c'est environ 30,5 % du total des revenus globaux. On a assis à ça des tarifs, des revenus de tarification. Il y a des services qui sont tarifés, des revenus de transfert, transferts gouvernementaux ou des transferts financiers aussi par rapport à des programmes de subvention, des choses comme ça. Des services rendus, puis d'autres revenus, là, par exemple, le loyer du palais de justice qui revient, toute l'exploitation du parc régional de Val-d'Irène. Fait que c'est un peu... fait que tous ces sommes-là ensemble, là, les quotes-parts représentent 30,5 % de tous les revenus de la MRC. Et pour ce qui est des dépenses, ce qui est vraiment plus élevé cette année, on peut parler des matières résiduelles. Là, les matières résiduelles, on a entendu un peu tout le monde de l'actualité. C'est sûr qu'il y a eu des particularités là, au niveau de la biométhanisation, l'usine de biométhanisation. C'est difficile à dire ce mot-là, mais on y arrive. Donc, les bacs bruns. Évidemment, faudrait que tout le monde, je vais m'en profiter pour faire un petit message, il faudrait que les gens utilisent davantage leur bac brun. Ça, c'est un des critères premiers parce que, justement, c'est difficile d'avoir le nombre de matières qu'on avait dit qu'on pourrait soumettre là-bas. Et si on respecterait ça, ça ferait moins d'enfouissement, donc moins de coûts, parce que c'est tous des coûts séparés. Le bac brun, le bac vert, le bac bleu. Quand une personne fait bien la répartition de ces bacs, c'est super intéressant pour tout le monde, puis c'est profitable. Moins on met de choses dans le bac vert, moins ça nous coûte cher. Plus on en met dans le bac bleu, plus on en met dans le bac brun, plus que ça devient économique pour le consommateur. On sait qu'il y a des choses qui peuvent... Des gens qui font du compost à la maison, c'est moins grave que si ton bac brun n'est pas là, parce que c'est moins de matière qu'on enfouit pareil. Parce ce qui coûte le plus cher, c'est l'enfouissement.
effectivement. Donc, il y a cette réalité-là. Puis on a vu aussi sur l'actualité toute la question au niveau du centre de tri, les Chinois là, qui prennent plus le plastique, puis il y a vraiment une crise un peu dans pour se départir de nos matières recyclées. Donc, ça aussi, ça a eu un impact. Par contre, ça sera peut-être pas un impact aussi élevé qu'on pensait parce que, justement, il y a des compensations là, qui reviennent, des redevances et tout ça. Mais je pense qu'il faut quand même être soucieux comme consommateur de bien faire le tri à la maison. Puis c'est dans nos poches, en bout de ligne, que ça paraît aussi, là. Fait que oui, il y a eu quand même... c'est environ un 300 000 là, je dirais, d'impact un peu, là, au niveau des matières résiduelles, mais si tout le monde se met à la tâche, je pense qu'on va bien y arriver. Puis d'ailleurs, on va débuter là, avec le centre, pas le centre, mais avec la Régie des matières résiduelles, dans laquelle on est la Matapédia avec la Métis. On va débuter bientôt là, les ICI, les industries, commerces, installations là, par rapport au bac brun, chose qui avait... On était plus dans le résidentiel. Puis ça va s'installer là, tranquillement aussi. Ça va augmenter aussi nos volumes. Donc, ça peut être que positif là, pour ça. Sinon, écoutez, c'est sûr que des petits changements, il y en a un peu aussi par rapport, bon, comme je le disais, dans nos budgets, au niveau des revenus supplémentaires, il faut aussi ajuster tout ça. Mais il y a aussi, bon, peut-être là, quelques petits ajustements avec la nouvelle caserne aussi, qui est maintenant à propriété de la MRC, qui est en fonction aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a des petits ajustements financiers là à faire. Mais il n'y a pas eu de... C'était prévisible là, dans le projet, tout ça. Donc, c'est pas... il n'y a pas d'investissement majeur de prévu non plus. C'est sûr qu'il y a des remplacements d'équipements. Mais ça, c'est suivi au niveau du service incendie, par exemple. C'est suivi de proche, là. On sait la durée de vie de chacun de nos équipements, puis on fait ça aussi, je dirais, de façon étroite là, pour justement éviter des choses qui arrivent. Surprise! Exact. Puis on se souvient aussi qu'en 2019, on a débuté un exercice d'optimisation du service incendie dans la Matapédia. Fait que ça va se poursuivre. Fait qu'en 2020, là, on va pouvoir regarder puis faire un plan de match par rapport à ça, parce que c'est important aussi, c'est un revenu et une dépense importante, le service pour le citoyen, pour la MRC. Mais je pense que quand même, on a des obligations beaucoup à respecter aussi. C'est très normé, c'est très réglementé, mais je pense qu'on a quand même un excellent service sur le territoire, puis c'est la population qui en bénéficie, là. On a vu, là, nos services opérer, là, sur le territoire, puis je pense que tout le monde est plutôt content aussi. Puis on continue aussi pour 2020, on continue aussi ce qu'on a débuté, ça fait peut-être un petit peu plus qu'un an qu'on le fait, là, mais au niveau de l'accompagnement avec nos entreprises, au niveau du recrutement, rétention, toute la question de l'attractivité aussi du territoire, on est là-dessus. Nos politiques familiales municipales qui vont sortir début 2020, ça aussi, ça se poursuit. Donc, on voit là, puis là, on souhaite aussi, hein, on sait que Val-d'Iran est ouvert. Bon, la température n'est pas toujours de leur bord, mais... C'est fermé un peu, mais... Ouais. Mais c'est pour offrir meilleur pour la population, pour nos gens, nos skieurs et tout ça. Mais je pense que j'ai assisté à un événement avec Val-d'Iran, justement, où on faisait le lancement de la programmation 2019-2020, là, puis je vous dis que je pense que le citoyen a avantage à découvrir son Val-d'Iran, puis à se l'approprier, puis à davantage l'utiliser, parce qu'il y a une panoplie d'activités là qui est beaucoup plus que le ski, le ski alpin, hein, le ski de fond est là, la raquette, on peut faire de la glissade et tout ça, fait puis une panoplie d'activités, d'artistes et tout ça, fait que ben écoutez, moi, je pense qu'on est une année 2020 remplie de défis, mais remplie de beaux succès et de belles choses aussi à venir. Fait que moi, je suis plutôt positive. Il y a eu beaucoup de transferts aussi qui n'avaient pas été utilisés l'an d'avant. C'est transféré cette année. Ça arrive à chaque année. Oui, à chaque année, on a des projets qui ont été retardés, qui n'ont pas été finalisés, qui n'ont pas... donc, on les... Oui, on prend c'est un surplus, finalement, parce qu'on ne l'a pas utilisé, mais qu'on transfère dans une autre année, ce qui nous permet justement de réaliser ou de finaliser, de compléter des activités ou des programmes ou des choses comme ça qu'on n'a pas terminé l'année précédente. Oui, fait que ça, c'est sûr. Des fois, il y a des obligations gouvernementales, par exemple, qui sont extensionnées ou
on est dans l'attente, on sait que ça va arriver, on est dans l'attente que ça se réalise. Donc, on prévoit des sommes avec les municipalités, mais on les reporte là, dans le temps parce que, justement, il nous manque le cadre. Si on regarde avec le pacte fiscal qu'on a eu, justement, il y a des différentes mesures qui sont annoncées là-dedans pour la prochaine année, mais il nous manque encore le cadre là, pour bien baliser tout ça. Dès qu'on va avoir ça, bien évidemment, l'équipe va s'attarder puis concrétiser tout ça. Mais au moins, on sait les sommes d'argent sont inclus dans notre budget. On n'aura pas de surprise à ce niveau-là. Et pour ce qui est de l'éolien, mais c'est comptabilisé à part parce que c'est des transferts, dans le fond, que vous faites aux municipalités par la suite. Bien, la particularité des éoliens, effectivement, des revenus éoliens, bien, la MRC sert un peu de, je dirais pas de boîte à mal, mais on reçoit les redevances ou les profits ou tout ça à la MRC, puis on fait la redistribution selon les ententes. 2 projets là, qui ont des différentes ententes, des ententes pas tout à fait pareilles, dépendamment du projet, dépendamment de tout ça. Fait que, évidemment, la MRC fait cette distribution-là aux municipalités quand les fonds entrent. Fait que c'est sûr que d'en parler dans un budget, c'est toujours un peu... Il y a des sommes qui rentrent puis qui ressortent. Fait que pour la MRC, là, il n'y a pas vraiment quelque chose de significatif là, pour son budget là-dedans. Là. Je pense que ça fait le tour, un peu vaguement, parce que c'est difficile d'y aller précisément, mais oui, c'est ça. Puis s'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations, c'est accessible ici à la MRC. Toujours. Puis on en a parlé aussi, là. Il y a eu un communiqué qui a été fait quand on a adopté ces budgets-là. Mais c'est sûr que de toute façon, peu importe la question, si quelqu'un a une question, on va s'assurer d'essayer pas d'essayer, mais d'y répondre, mais d'essayer d'avoir la réponse la plus juste possible, sinon de référer à la bonne personne pour l'avoir. Et merci beaucoup. Ça fait plaisir. Chantal, là, on va faire un retour un peu sur ce qui s'est passé en 2019. Des sujets qu'on a beaucoup entendu parler, comme par exemple le chirurgien Amqui qui faisait pas d'obstétrique. Ça a été vraiment, là, ça a soulevé la population. Ça a soulevé les patients, effectivement. Ben, c'est sûr que c'est un dossier qu'on continue de suivre. C'est quelque chose c'est plutôt complexe, la santé. C'est dans son organisation, dans son affaire, puis dans les processus et tout ça. Même, je vous dirais, des fois, il faut poser plusieurs fois la même question. Dans le cadre du chirurgien, ben là, ce qu'on sait actuellement, on ne reviendra pas sur ce qui s'était dit à ce moment-là, mais on va regarder vers l'avenir. Ce qui se fait actuellement, c'est qu'il y a un recrutement d'une personne immigrante là, qui est en train de se faire pour justement s'assurer qu'il y ait un chirurgien qui puisse offrir toutes ces compétences-là, là, dont la chirurgie, mais aussi l'obstétrique, parce que c'est pas d'emblée... un chirurgien fait pas d'emblée de l'obstétrique. On a appris ça, là. Moi, j'aurais cru que oui, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Alors, là, on est en train de faire toutes les démarches au niveau de l'immigration, au niveau du collège des médecins aussi, parce que c'est pas... un médecin n'arrive pas comme ça, là, parce qu'on a besoin de lui, il arrive. Il y a toutes les démarches à faire aussi. Puis c'est évident que je pense que le CI3S a compris aussi que dans l'avenir, quand on veut avoir un chirurgien en région, ça prend la spécialité de chirurgie obstétrique. Ouais. Donc, ça, je pense que c'est important de le voir, mais dans ce qu'il faut voir aussi, c'est que on est... J'aime pas utiliser le terme « on est mieux d'avoir une découverture en obstétrique qu'une découverture en chirurgie », parce que c'est toujours... pas acceptable d'avoir une découverture en obstétrique. Puis je pense qu'on a réagi aussi dernièrement là, par rapport à ça. Bien, dernièrement, mettons, avant la fin de l'année 2019, on a réagi par rapport à ça parce qu'on surveille ça de très près. Puis notre préoccupation, c'est toujours la santé de nos citoyens. Puis on a un centre hospitalier de qualité, je pense, mais il faut s'assurer d'avoir les services qu'on a, de poursuivre ces services-là, puis de s'assurer aussi que dans le temps, ils soient toujours là, puis pour desservir notre population. Fait que c'est ça, dans le fond. Chirurgien, on suit ça de proche. Je sais que les démarches sont en cours. Quand il va arriver, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Toutes les démarches d'immigration et tout ça, là. Fait que c'est en cours. Dès qu'on a des nouvelles, on espère que ça va être positif pour nous. Présentement, c'est le message qu'il y a, ça serait c'est positif, là.
Mais présentement, il y a quand même un service qui est offert. Là. Oui, une femme enceinte arrive à Amqui, peut accoucher quand même sécuritairement. Oui, tout à fait. Actuellement, c'est ça. À moins d'avoir une rupture de service, puis non prévu, là, parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Un médecin peut être malade un matin, puis... mais normalement, le CI3S a fait un calendrier où toutes les semaines de garde devraient être complétées, où il y a justement le service chirurgie et obstétrique. Quand on dit qu'il n'y a pas d'obstétrique, ça veut dire justement de césarienne. Quand on dit qu'il y a une découverture en chirurgie, ça veut dire toute opération sous toute... peu importe. Alors, je pense que présentement, tout va bien. On surveille ça, comme je dis, mais c'est sûr qu'on... Je peux pas aller faire des chirurgies ou des césariennes en cas de besoin. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas les compétences, mais je pense que c'est quand même important. Dans le rôle qu'on a ici à la MRC, comme élu, c'est de s'assurer justement que ce service-là va être hors de tout doute, là, réglé une fois pour toutes. On a vécu quelque chose là, dans la dernière année principalement, là, 2 dernières années, puis je pense qu'on ne veut pas que ça se reproduise. Et puis, qu'il y ait des médecins, des chirurgiens formés à Rimouski, éventuellement, ça pourrait changer la venue de nos médecins. C'est sûr qu'on l'espère. On suit ça de proche aussi, là, tout le pavillon de formation en médecine qui serait justement avec l'UQAR et le CI3S, là, l'Université du Québec à Rimouski et le Centre de services de santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Mais c'est pas un projet qui va démarrer demain matin. Je pense que la première cohorte, si mes souvenirs sont bons, est prévue pour automne 2021. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire. Puis oui, on espère que justement le fait que les futurs médecins aient une formation en terminale ou proche de la fin de leur formation en région, hein, avec la réalité des régions, avec du déploiement en région, va leur donner le goût de rester en région puis de pratiquer en région. Fait que c'est un souhait que la région a fait, je pense. Puis c'est aussi ce qu'on a annoncé. Puis je pense que c'est un beau partenariat qui a été mis en place. Puis je souhaite effectivement que ce soit très positif pour nos régions. Mm-hmm. Et maintenant, on va parler d'un autre point positif, nos personnes âgées qui ont été relocalisées. Bien là, positif, ça dépend comment on le voit. Ouais. Il y a une partie, effectivement, nos 2 résidences sont fermées présentement. L'appel d'offres devrait être lancé prochainement, là, je ne sais pas, pour les 21 places. Le dernier appel d'offres, il y avait 2 appels d'offres qui avaient été lancés, une 10 places, une 21 places. Le 10 places a été attribué. Il reste le 21 places qui n'a pas porté preneur, qui n'a pas trouvé preneur. Donc, il y aura... En tout cas, c'est ce qui est prévu d'avoir un appel d'offres de 21 places. Évidemment, les personnes qui étaient dans les résidences de Val-Briand et de Sébec ont été relocalisées. Le plan de match était au 15 décembre. Ça a effectivement joué autour de ça. Toutes les personnes ont été relocalisées. Je souhaite également que toute la main-d'œuvre qui était là ait pu retrouver un travail dans une autre résidence parce qu'on sait que c'est quand même des emplois aussi qui sont... puis qui sont quand même en demande aussi. Donc, je pense que, en tout cas, je le souhaite à l'approche comme ça, là, d'un déploiement là, où les résidences sont fermées. Je pense que c'est important de penser à nos travailleurs aussi, puis qu'ils soient en train d'offrir leurs services. Fait que pour l'avenir, nos personnes qui étaient... ils ont toutes trouvé place en quelque part. Donc, oui, ça s'est bien fait. Je pense que ça a été fait avec les familles aussi. Les choix des gens ont été respectés, puis tout ça. Mais c'est sûr que là, on est préoccupés pour ces 21 places-là. On espère qu'ils vont trouver preneur. On espère qu'ils vont demeurer... non, on n'espère pas. On sait qu'ils vont rester dans Matapédia. Puis, je pense que là, il y a présentement beaucoup de projets qui se préparent. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc, on va suivre ça de proche aussi. Nous aussi. Et puis, question plus hydrocarbures cette fois. Ça a brassé beaucoup en 2019, on s'entend.
il y a eu des changements aussi au niveau des comités de suivi. La MRC ne veut plus s'impliquer dans les comités de suivi. Bien, ce qu'il faut expliquer, c'est que je me souviens plus du numéro de projet de loi, je pense que c'est 66. Bon, c'est vraiment pas pire. Qui obligeait maintenant tous les projets de développement, d'exploration, d'exploitation pétrolière, d'avoir un comité de suivi dont les élus feraient partie. C'est une obligation du gouvernement, hein, le ministère de l'Environnement et tout ça. Donc, il y avait été... puis la MRC, bien, c'est un territoire de municipalité pour les territoires non organisés, hein, les TNO qu'on appelle. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, s'il y avait des projets sur des TNO, la MRC devait nommer un élu sur ces comités de suivi-là. Donc, les compagnies qui ont l'intention ou qui ont on appelle ça des permis d'exploration, d'exploitation, là. Il y en a plusieurs qui appellent ça des claims, si on veut. Les compagnies qui ont ça doivent mettre en place un comité de suivi obligatoirement. Et il y avait une date, là, l'an dernier, une date précise que je me souviens plus, où ils devaient soumettre leur comité, justement, le membership de leur comité de suivi. La MRC avait nommé des personnes par rapport à trois comités de suivi, par rapport à des projets je mets entre guillemets en développement parce qu'on ne sait pas trop à quel titre ils sont en développement ou pas, là. On est plus dans l'exploration, on s'entend, on n'est pas dans l'exploitation encore non plus. Donc, la MRC a pris une décision effectivement, suite au fait qu'elle a pris position en disant qu'ils ne voulaient pas, on ne voulait pas, les élus ne veulent pas d'exploration ni d'exploitation sur le territoire de la Matapédia. Donc, la MRC a retiré les membres de ces comités de suivi-là qui avaient été nommés pour la MRC. Donc, les compagnies ont été avisées que les personnes qui avaient été nommées, on a abrogé, dans le fond, la résolution précédente. Donc, on n'a plus de représentants sur ces comités-là. C'est ce qui a été fait à la fin 2019 aussi. Donc, évidemment, on n'a pas eu de suivi par rapport aux projets sur le territoire. On sait qu'il y a des compagnies, je me souviens plus, Péridé, je me souviens plus du nom, là, mais enfin, qui avaient, entre autres, des projets là, aussi avec la Gaspésie, puis tout ça, puis qui ont mis fin à... qui ont dit qu'ils ne travailleraient plus là-dessus. Il y avait quelques autres compagnies sur le territoire, mais on n'a pas eu de suivi par rapport à ça, à savoir s'ils étaient toujours en train de travailler sur quelque chose ou pas. C'est sûr qu'en plein hiver, probablement qu'ils sont moins présents sur place, sont peut-être plus en... mais j'ai pas de suivi par rapport à ça. Donc, encore en moindre développement peut-être pour 2020. Et puis, ça fait le tour pour tout de suite. Puis, en attendant, est-ce que tu avais des souhaits à faire pour les Matapédiens, Matapédiennes? C'est sûr que comme on débute l'année 2020, ça me ferait plaisir, puis je vais m'adresser aux gens à la maison. Bien évidemment, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Je nous souhaite, comme territoire, la santé, hein? Pour commencer, ça nous prend de la santé. Ça nous prend aussi de l'espoir. Ça nous prend de l'énergie. Puis je vous souhaite aussi du bonheur. Plein de bonheur. Puis surtout, profitez de notre belle Matapédia parce que c'est tellement beau. Il y a tellement plein de choses à faire. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui me disait, c'est incroyable dans la Matapédia, si tu veux faire quelque chose, tu peux toujours bouger. Il y a toujours quelque chose d'organisé sur le territoire. Il y a toujours quelque chose qui bouge puis qui se passe. Fait que profitons-en tout le monde. Merci beaucoup, Chantal, pour ces beaux souhaits et une très bonne année à toi aussi. Merci, toi aussi. Je suis allée rencontrer notre député, M. Pascal Bérubé, pour faire un bilan de l'année 2019 avec lui, tout ce qui s'est passé dans son comté et plus spécifiquement dans la Matapédia. Ça va bien, Pascal? Ça va très bien en cette fin d'année. C'est l'heure des bilans. Oui! Alors, on a une tradition avec la TVC de faire un bilan annuel. Alors, on va essayer de faire le tour. Oui, il s'est passé quand même beaucoup de choses côté gouvernemental dans la Matapédia. T'as une belle liste d'annonces, de projets qui ont été réalisés. Avant ça, j'aimerais qu'on parle de votre carrière plus politique. Parlons du côté vraiment politique. Le Parti québécois, là, vous êtes chef par intérim. Est-ce que en 2019, il y a eu un amorce de rebâtir, repenser le parti? Où c'en est, ça?
Bon, alors, 2019, au complet, j'étais chef parlementaire du Parti québécois, donc chef par intérim. Donc, j'ai cette fonction depuis octobre 2018, après l'élection. Oui. Et je peux annoncer que ça va être jusqu'en juin 2020. Alors, ça va se terminer à ce moment-là. Le Parti québécois va procéder en 2020 à l'élection de sa nouvelle chef. Oui. Donc, c'est les membres qui vont voter. C'est un beau moment pour s'impliquer, c'est là. Mes fonctions, essentiellement, je ne suis pas le chef du parti dans le sens que je représente l'aile parlementaire à l'Assemblée nationale. Il y a un président du parti qui assure l'intendance de notre formation politique. Mais moi, je suis heureux de mon année parce que le grand sondage national léger qui a été rendu public en décembre, le Parti québécois a gagné 4 points nationaux. Les gens appellent là, pour me féliciter de ça. On entend la sonnerie. Oui. 4 points qu'on a gagnés. La Coalition Avenir Québec a perdu 6 points. Oh! Non, ça, c'est 7. 6. Québec solidaire a perdu 5 points. Donc, nous, on est en montée, les autres sont en descente. Ça montre tranquillement, on reprend du galon. Puis ça, c'est bon signe. Ça, c'est fait avec mon administration. Oui. Et puis, on a intervenu sur plein d'enjeux qui touchent les citoyens parce qu'on est dans l'opposition, mais on pose des questions au nom du public. Donc, les trop perçus d'Hydro-Québec. Il y avait 1,5 milliard de trop qu'Hydro-Québec a perçus auprès des contribuables, auprès des clients. Ben, on a voulu qu'ils remboursent. Ils ont juste remboursé 500 millions. Donc, on leur a dit, ils sont entêtés, le gouvernement de la CAQ. Je pense que les citoyens vont s'en rendre compte. Puis on a intervenu sur plein d'enjeux. Les parents adoptants, par exemple. Dans la Matapédie, on a plusieurs parents qui ont adopté soit à l'international, soit au Québec. Puis il y a une réforme des congés parentaux. Puis c'était discriminatoire. Il y avait moins de semaines. Bien sûr, c'est différent pour une maman au plan biologique. On sait ça. Mais pour créer de l'attachement avec les enfants qu'on adopte, c'est important. Fait que c'est une bataille qu'on a menée. Il y a le programme Expérience Québec. On en a beaucoup entendu parler. Ça touchait beaucoup le cégep de Matane, mais ça pourrait toucher éventuellement le CEMEC. On a réussi à faire reculer le gouvernement. Puis beaucoup d'enjeux, on a apporté, je dirais, de l'humanisme au gouvernement de la CAQ. Et d'un point de vue plus personnel comme député, moi, j'ai entretenu d'excellents rapports avec les ministres. Oui. C'était important de faire avancer nos dossiers. Puis je ne cacherai pas qu'en étant chef parlementaire, lorsqu'on appelle dans des cabinets, lorsqu'on intervient, il y a une attention supplémentaire. Oui, peut-être qu'ils ont peur que je pose des questions en chambre. Alors, il y a du respect. Entre les parlementaires, puis on travaille tous pour faire avancer le Québec, puis faire avancer notre région. Puis je dirais, dans mon bilan, j'ai eu 2 belles surprises en fin d'année. Il y a eu un sondage auprès de tous les députés de l'Assemblée nationale, de tous les partis, puis ils m'ont élu parlementaire de l'année. Ben oui, pour une 2e année consécutive. Oui, puis meilleur orateur de l'Assemblée nationale. Wow. Et Michel David, le grand chroniqueur du Devoir, m'a donné la note A pour mon travail. Alors, je mets ça dans la colonne des encouragements, mais c'est des bonnes notes pour finir l'année. Puis je sais que les citoyens du comté sont fiers de ça. Ils disent, notre député, quand il est à Québec, il fait bien ça. Ça, c'est la partie chef parlementaire, mais j'oublie jamais la partie député de la Matapédia. Ça, c'est un travail à temps plein. Et puis, on a fait des avancées importantes. J'en nommerai quelques-unes tout à l'heure, mais 2 dossiers peut-être importants. La santé. Oui. On avait un comité sur la santé qui avait des citoyens engagés. Ça a pris une autre tangente. Maintenant, c'est surtout les élus qui vont s'en occuper. Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé, Michel McNicol, tous ces gens-là sont nombreux. Ils vont se reconnaître. Là, on va continuer à travailler pour... Je dirais que la priorité, c'est s'assurer qu'on n'a pas de découverture en santé. On a vécu ça en 2019 au bloc opératoire, notamment parce qu'on a un chirurgien qui nous a été envoyé, qui ne faisait pas de césarienne. Alors, s'il n'y a pas de césarienne, c'est plus risqué. Vous savez ce que c'est. Comme maman, c'est inquiétant si on n'a pas tous les soins à proximité. Alors, les mamans qui vont à Rimouski, c'est pas un bon signal à envoyer. Non. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé un chirurgien qui est en formation présentement et qui va venir prêter main forte en 2020, qui va s'établir dans la Matapédia. Donc, on aura 2 chirurgiens à temps plein qui font des césariennes. Donc, on a sécurisé le bloc opératoire. C'est une des bonnes nouvelles de 2019, mais qui va se concrétiser en 2020. Oui. Ceci étant dit, il faut être capable de limiter au maximum les visites des Matapédiens à Rimouski. Il y en a encore beaucoup trop pour aller voir des médecins spécialistes. C'était le cas en radiologie, c'était le cas dans d'autres domaines aussi. Il faut sécuriser notre population. À Sébec, le dossier des paramédics, les horaires de faction, c'est pas réglé. Même s'ils ont eu le financement, ils ont des problèmes de recrutement. Moi, je pense qu'à partir du moment où ils ont le financement, réglez ça. Réglez ça. C'est important parce qu'on diminue le temps entre un appel 911 et l'arrivée des paramédics. Il y a ça.
Il y a, je dirais, tous les enjeux de soins de base à la population, la couverture médicale, les équipements. Moi, je pense qu'il va falloir retaper le bloc opératoire d'Amqui, envoyer un bon signal, avoir les meilleures pratiques possibles pour que nos chirurgiens et notre personnel aiment ça. Ben oui, que ça soit attractif. Ben oui. Et il y a plusieurs enjeux de cette nature-là. Donc, on a accueilli en 2019 la présidente de la Fédération des médecins spécialistes. On lui a parlé de l'enjeu spécifique d'Amqui. Alors, il y a une belle entente avec le gouvernement du Québec et les médecins spécialistes. Oui. J'espère que ça va favoriser l'établissement puis la rétention des médecins spécialistes sur notre territoire. Alors, ça, c'est en santé. Puis en matière de famille, je le dis parce que les gens de Matapédia vont voir passer 2 annonces. Une pour Matane puis une pour Montjoly de places en service de garde. Oui. Je les ai annoncés en décembre 2013, quand j'étais ministre et député. Les libéraux ont bloqué les critères partout au Québec, pas juste ici. Et là, on a convaincu le gouvernement de la CAQ de les débloquer. Ces places-là sont réservées. Elles seront implantées dans la Matapédia, à Amqui, dans un premier temps. Mais il y a un enjeu quant à la localisation du lieu. Il y a des vérifications à faire. On aura des bonnes nouvelles en 2020. Soyez pas inquiets. Il y a un besoin réel pour des familles d'avoir des places en service de garde. On les aura. La priorité, c'est les places en service de garde, pas mal plus qu'un maternelle 4 ans. Moi, là, des parents... La priorité de M. Legault, là, c'est maternelle 4 ans. Là. Il dit, moi, je n'ai pas de demande de maternelle 4 ans. Ceux qui y vont peuvent l'apprécier, mais la priorité des parents, c'est les places en service de garde. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va travailler à en créer. On aura des bonnes nouvelles en 2020, le plus tôt possible dans l'année. Puis il va en falloir plus que ça, parce que ça, c'est des places qui devraient être là depuis 2014. Et on va continuer d'en développer parce que la Matapédia, il faut être attractif au plan des familles. Tout à fait. Puis il y a un bon travail qui se fait pour la promotion de la région. Je regarde, par exemple, ce que Place aux jeunes fait ici dans Matapédia. Je les ai financés encore cette année. Oui. Super travail pour attirer des jeunes familles, des gens de partout au Québec qui ont venu s'établir ici. C'est un bon travail. Puis il n'y a pas de fatalité. On est capable d'être très attractif. On a beaucoup à offrir dans la Matapédia quant à notre, je dirais, à notre paysage, notre environnement, nos services, puis aux gens qui sont ici, qui sont attachants. Donc, la Matapédia, elle n'a rien à envier à aucune région du Québec. Mon Dieu, c'est flatteur, ça! Oui, on le sait déjà. Puis les Matapédiens sont fiers. Puis c'est des gens qui aiment accueillir, puis qui aiment découvrir aussi. Alors, souhaitons-nous plusieurs citoyens de partout au Québec ou du monde qui vont venir s'établir chez nous en 2020. On travaille fort là-dessus à la MRC, en fait. Oui, puis on a de la place. Tout à fait, on a plein de belles terres. Oui. Si on continue dans les réalisations de 2019... J'en ai plusieurs. Oui. Bon, j'ai parlé de l'horaire de faction, j'ai parlé de la chirurgie, j'ai parlé du bloc opératoire. Oui. Il y a eu plusieurs inaugurations. Parc intergénérationnel à Saint-Léon-le-Grand, jeux d'eau au parc du Centenaire de Lac-aux-Saumons, aide financière pour l'eau potable au parc des maisons mobiles de Lac-aux-Saumons, aide financière à la sécurité et à la circulation, centre-ville de Causa-Piscale, aide financière pour le CEREX, nouvelle caserne d'incendie de la MRC de la Matapédia. On a travaillé fort pour le financement pour l'AU. Alors, j'étais pas disponible à l'inauguration. Ils font ça en semaine, hein? Pas pratique, j'étais à l'Assemblée nationale. J'espère que c'est pas une décision du ministère, pas que je sois là, mais moi, je sais qui a travaillé sur le financement. Oui. Aide financière pour le site historique Matamaja. Oui. C'était attendu, c'est un beau site, ça. Oui. Puis on a un autre projet à Causa-Piscale, c'est la passerelle. Puis on est très confiant d'avoir tout le financement nécessaire pour ce beau projet. Super mobilisation à Causa-Piscale. Oui. Inauguration d'un belvédère à la chute à Philomène. C'était au début de l'année, je pense. C'est là, TVC. Oui. C'est Alexandre-des-Lacs. Puis il y aurait beaucoup d'autres choses à dire au plan routier. On a progressé. On a refait la 132 entre Montjoly presque jusqu'à Amqui. Ça roule beaucoup mieux qu'avant. Tout à fait. Se poursuit la courbe en S de Val-Brillant parce qu'il a fallu exproprier, détourner un peu. Ça va être pour le mieux. Ça va être beaucoup plus sécuritaire. Tout à fait. Le soutien aux marchés locaux, à nos produits locaux, tout au long de l'année 2019, ça a été un sujet d'intérêt pour les Matapédiens. Oui. Être nationaliste ou patriotique, c'est encourager les nôtres, nos produits locaux. Le marché public de la Matapédia, c'est encore un succès, mais tout au long de l'année, on peut acheter des produits de chez nous, des produits alimentaires, de l'artisanat, des inventions parfois. Il faut juste porter attention parce qu'ils sont disponibles tout au long de l'année. Et je trouve qu'on encourage directement notre économie locale, puis ça paraît.
Alors, j'envoie ce message-là pour la période des fêtes, mais tout au long de l'année, chaque fois qu'on encourage nos produits locaux, puis on est des nationalistes puis des patriotes de la Matapédia, puis c'est bon pour notre économie, puis c'est bon au coût, puis c'est bon au goût, puis c'est des circuits courts, puis c'est bon pour l'environnement. Je peux vous en nommer plein de raisons d'encourager les produits de la Matapédia. Oui. Est-ce qu'il y a des défis dans la Matapédia qui s'en viennent pour 2020? Y a-t-il des projets, des annonces qui vont se concrétiser? Il y en a plein. Disons-le, le défi de la Matapédia, c'est beaucoup sa population. On a une population qui est vieillissante. C'est un défi, pas nécessairement une fatalité. Il faut faire en sorte d'avoir un meilleur équilibre entre les générations. Il faut créer de l'emploi à nouveau. Évidemment, on plaide présentement pour un fonds de plusieurs millions pour la diversification économique. J'ai rencontré la ministre des Affaires municipales là-dessus. La préfète est au courant de cette démarche-là. C'est ça le défi, puis préserver nos services. Puis pas juste les préserver, les améliorer. En santé, le CEMEC, moi je veux le consolider. Nos PME, comment on peut les supporter? Évidemment, c'est pas un bureau de député qui fait ça directement, mais être, je dirais, à l'affût des programmes. Toute opportunité que je vois, moi, pour aider la Matapédia, j'en tire profit, puis je note ça, puis j'essaie de voir comment, chaque fois qu'il y a une annonce, ça peut avoir un impact sur la Matapédia. Il y a une annonce sur la détresse psychologique en agriculture. J'ai dit au ministre, saviez-vous que nous, travailleuses de rang, on a ça depuis plusieurs années, allez-vous consolider d'abord ce qu'on a avant d'essayer avec un petit montant d'en mettre partout au Québec? Moi, je pense qu'il faut reconnaître les champions là-dedans, puis on a développé une belle expertise. On est rendu, je pense, à notre 3e travailleuse de rang, elles sont toutes appréciées. Elles ont toutes fait un travail important sur notre territoire. Puis on a de la fierté. Je regarde, par exemple, ce que la salle multifonctionnelle de Lac au Saumon est devenue. C'est fantastique. Ça va être un modèle pour potentiellement nos églises sur notre territoire. On a un enjeu sur notre patrimoine religieux. Puis nos événements qui fonctionnent bien. La fête des guitares fonctionne bien. Fort Causable fonctionne bien. D'autres événements sur le territoire qui vont bien. La fête nationale de Causable, toujours la plus grosse du comté. Donc, centenaire et de 125e et de on en a eu quelques-uns. Il y en a eu l'année passée aussi. Puis on a des nouveautés. T'sais, quand je regarde, par exemple, le château Bellevue, ça, c'est une nouveauté de l'année 2019. Bon, il y a des gens qui se disent « Ouais, mais est-ce que c'est bon sur le marché de l'immobilier, tout ça? » Moi, je vais vous dire que, de façon générale, plusieurs années qui sont là, parce que j'ai demandé la provenance, s'il n'y avait pas le château Bellevue, ils seraient à Rimouski ou ailleurs. Donc, est-ce qu'on est mieux les avoir ici? La réponse, c'est oui. Il y a même un couple de la Côte-Nord qui a choisi de venir ici, j'ai ça. Ça fait partie des nouvelles réalités. Pour les aînés, avant, on avait des résidences plus petites. Maintenant, il y a des promoteurs plus importants. Moi, mon souci, c'est qu'il y a un maximum de consommation locale. Là, je leur dis tous. Là. Je les ai visités. Je dis ça parce que l'enjeu de l'hébergement, il est complexe. On a eu en 2019 double perte, Val-Brillant et Sébec. Les gens étaient attachés à leur résidence. C'est un contexte qui est difficile. Alors, il va falloir faire en sorte de trouver les meilleures conditions possibles pour héberger nos aînés, avec une diversité d'offres. Des complexes comme celui qu'on a, c'est bien pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Non. Il y a des prix qui peuvent varier, il y a le type d'offre, il y a des gens qui aiment dans des plus petits milieux, il y a des gens qui ont des défis au niveau de la mobilité, des défis au niveau de la maladie qui évolue. Alors, il faut être un milieu où on est capable de bien héberger nos aînés. On leur doit des égards. C'est des gens qui ont construit notre région. Alors, il faut être sensible à ça, puis travailler avec le réseau de la santé pour s'assurer d'avoir les meilleurs soins possibles pour nos aînés et pour nos familles aussi. Oui. Pendant que je vous ai avec nous, on va parler un petit peu de la crise des médias. C'est criant, en fait, là, dans notre... nous, on est un média 100% local. Est-ce qu'il y a eu une consultation? Ça a moyennement rien donné. En tout cas, on sait pas trop. Est-ce qu'il va y avoir des suites de ça? Y a-t-il un plan? Se passe-tu quelque chose? Tu fais bien de l'évoquer parce que même que la commission est venue à Matane. Et j'y ai participé. Et pour l'instant, le résultat de ça, c'est pour la presse écrite seulement. Et là, c'est les joueurs majeurs. Alors, tu sais, Capital Média, notamment Le Soleil, d'autres quotidiens, puis il y a une aide qui va être proposée à d'autres médias écrits. Il n'y a rien pour la presse électronique, puis rien pour le communautaire. Puis moi, je suis sensible au communautaire parce que c'est la seule façon maintenant d'avoir régulièrement des nouvelles locales. Bien sûr, il y a un peu de couverture lorsqu'il arrive un drame ou un événement fâcheux. Soleil a quand même une correspondante dans l'Est du Québec qui fait tout ce qu'elle peut. Elle couvre un énorme territoire. Joanne Fournier, respect. Puis Gilles Gagné aussi, qui est dans la baie des Chaleurs. Journal Le Québec, pas très présent.
TVA, effectif réduit, ils viennent pas souvent. Là. C'est rare que vos caméras se croisent dans Matapédia. À moins d'une grosse annonce gouvernementale ou d'un meurtre, quelque chose. Ça, là, TVA, on les croise pas souvent. Radio-Canada, c'est difficile aussi. Ça s'en vient de plus en plus difficile. Vous les croisez pas si souvent que ça, puis c'est pas un blanc que je leur envoie. Je sais qu'on a des effectifs réduits, mais vous autres, vous êtes tout le temps là. On essaye. Et avec des moyens qui sont limités. Puis salutations également à vos collègues de la Métis, avec Marc Després, avec qui il y a des collaborations. Ils vivent la même chose. Alors, moi, je pense que l'avenir, ça va être beaucoup les médias locaux, les médias qui ont un ancrage, les médias où les artisans vivent sur le territoire qu'ils couvrent, qui sont imprégnés des réalités. Et là, on a de moins en moins de place. Je pourrais parler de l'avant-poste, beaucoup moins de pages qu'avant. Tout à fait. Des 16 pages, on a déjà eu beaucoup plus que ça. Oui. Une journaliste dévouée, mais qui en a beaucoup à couvrir, Caroline. Donc, c'est sensible. Et puis, on a la radio. La radio, découvert à partir de Rimouski, en tout respect pour nos journalistes qui couvrent la Matapédia. Je sais bien qu'on n'a plus de journalistes localement. Puis je l'ai dit quand c'est arrivé à Belle. Il n'était pas de bonne humeur que je le dise, mais c'est mon travail de le dire, que c'est un investissement pour le milieu d'avoir un journaliste local. Alors, notre couverture de la Matapédia, elle est importante parce qu'au Québec, il y a 104 MRC, puis la Matapédia, c'est une des 104. Donc, on est un peu en compétition pour de l'attention avec les autres. Il faut faire parler de nous. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux, mais les médias traditionnels sont moins là. Est-ce qu'on peut encourager nos médias locaux qui peuvent faire voyager l'information à travers l'image, à travers le texte? Moi, je souhaite que dans une deuxième phase d'annonce gouvernementale, on supporte mieux les médias électroniques qui couvrent notre territoire. Oui. Notre ministère, à nous, qui s'occupe de nous, il est en révision de programme. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver de ça. On le souhaite. Puis les gens de la Matapédia, ils sont attachés à la TVC. Ils participent depuis des années. Puis ça fait partie, je dirais, quand on regarde l'identité de la Matapédia, le modèle coopératif est très important dans le secteur de l'alimentation, dans les villages. D'ailleurs, je veux souligner le fait que, parlant de ça, quand je dis qu'il n'y a pas de fatalité, quand moi, je vois qu'il y a un poste d'essence à Sainte-Marguerite-Marie, puis ils sont à peu près, en tout cas, sont moins de 200, là, je ne veux pas insulter personne, ils savent comment je les aime, c'est un exploit. Puis la coopérative des ventes, depuis un petit bout de temps, quelques années déjà, eux autres, ils ont réussi ça, là. C'est qu'on est capable de tout. Tout à fait. Alors, le modèle coopératif, c'est ça. Puis c'est un peu coopératif, votre façon de travailler, dans le sens que c'est très démocratique. Vous travaillez près des gens et tout ça. Moi, je pense que c'est un modèle à supporter, localement pour nous, mais également par le gouvernement du Québec, par le truchement de l'aide aux ressources humaines, à l'équipement puis à la diffusion. Et on va parler un petit peu d'un gros dossier qui s'est passé en 2019, la traverse Matane-Godbout, qui a touché beaucoup de Matapédiens, parce qu'il y a beaucoup de Matapédiens qui vont travailler dans le nord du Québec, puis qui étaient un peu prisonniers de notre côté du fleuve. On dit la traverse Matane-Bécomo-Godbout, mais ça touche tout l'est du Québec. Il y a énormément de travailleurs de la Matapédia, puis de gens qui ont de la famille sur la Côte-Nord, qui ont besoin de traverser. Ça fait 1 an que ça dure, cette crise-là. Le FA Gauthier est un flop monumental. Je pense qu'on devrait poursuivre le chantier italien qui nous l'a fourgué. Ensuite est arrivé l'Apollo au début de l'année. L'Apollo, commandé par le gouvernement du Québec, sans inspection. Finalement, il n'a pas duré longtemps. Il va être, pour vrai, coulé au large de Godbout pour faire un récif artificiel. C'est pas une blague, c'est vrai. Alors, ça vous donne une idée. Après, on a acheté le Sarema, un navire scandinave qui, selon TVA, traverse 4 fois moins que le FA Gauthier quand il traversait. Un autre flop. Puis là, 1 an après, on se parle, au moment où on se parle, ça fait 1 an que cette crise dure. Le FA Gauthier est arrêté pour des jours, des semaines, des mois. Encore. On ne le sait pas. Alors, c'est un préjudice important, cette situation sur notre région, pour nos travailleurs, pour qui l'alternative, c'est faire le tour par Québec avec un véhicule. Si on a un camion, on ne peut pas prendre l'avion pour la desserte aérienne. Perte de temps, perte de contrat, frustration légitime. Tout à fait. Et aucun dédommagement du gouvernement du Québec, même si on leur a demandé. Donc, très mal géré cette crise-là. Société des traversées du Québec, nous, on ne travaille plus, en tout cas les députés de la Côte-Nord et moi. On va travailler directement avec le ministre des Transports. Il a dit qu'il devrait venir parler à notre population pour la rassurer. Il ne veut pas le faire. Je trouve ça triste. Alors, les gens qui ont voté pour la CAQ dans Matapédia, là, vous allez vous reconnaître, vous n'êtes pas si nombreux. Mais téléphonez à votre ministre parce qu'il y a une job à faire. Et on va parler un petit peu, en 2019, il y a eu les élections fédérales. Ça a changé le portrait de la Matapédia, de notre région. On sent qu'il y a une très belle collaboration. C'est une députée du Bloc qui est rentrée, la plus jeune députée à l'Assemblée nationale en plus, pas nationale, mais fédérale. Donc, vous avez une belle collaboration avec Mme Michaud? D'abord, il faut savoir que Christina travaillait à mon cabinet à Québec. C'est vrai.
C'est une jeune femme de la Matapédia. Moi, je l'ai vue travailler à Québec. C'est un talent exceptionnel. Elle n'a que 26 ans. Là. C'est assez exceptionnel. Une maîtrise de l'Université Laval, puis une grande expérience, malgré son jeune âge. Elle a été élue. Bien sûr, je l'ai appuyée. Je n'ai pas fait de mystère de ça. On l'a appuyée avec notre équipe, mais c'est elle qui a fait sa campagne. Et on a appris, après la campagne, que sur les 338 comtés fédéraux, partout au Canada, c'est elle qui a permis la plus grande progression de son parti dans un comté. Passé de 21 % à la dernière élection fédérale à 51 %, plus 30. C'est la deuxième plus jeune au Canada, la plus jeune au Québec. Oui, il y a une députée un peu plus jeune qu'elle qui a 25 ans. Okay. Et elle travaille très bien. Et son bureau principal est dans la Matapédia. Oui. Elle aura l'occasion de vous le dire elle-même. Elle me l'a glissé un mot. Scoop, ça, là. Oui, bien, je pense qu'elle l'a dit. C'est important pour elle d'être présente. C'est une Matapédienne. Elle va habiter dans la Matapédia. Elle fait très bien ça jusqu'à maintenant. On a eu l'occasion souvent d'échanger. Je suis même allé souper chez elle cette semaine, là, sur le bord du lac Matapédia, pour échanger sur des dossiers puis fraterniser en cette fin d'année. Donc, oui, une bonne collaboration. Mais il y en avait également une avec le député précédent. Oui. C'est pas facile, une élection. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Évidemment, moi, je souhaitais la victoire du Bloc, mais j'ai du respect pour M. Massé, qui a bien servi pendant 4 ans la région. Okay. Les Matapédiens ont voté massivement pour le Bloc québécois, donc c'est eux qui ont le dernier mot, mais respect pour le travail de M. Massé, puis respect pour toutes les personnes qui s'engagent sur notre territoire. Les élus municipaux, c'est pas facile. C'est souvent les premiers qui reçoivent les plaintes des citoyens parce qu'ils sont très près de... Ouais. Bon, les taxes municipales, le déneigement, les routes, la collecte des ordures de recyclage. Ouais. Respect pour eux, c'est pas facile. Et salutations à notre préfet qui travaille très prenant, avec qui on a une excellente collaboration. Je vais vous révéler quelque chose. C'est un cas assez rare, Chantal Lavoie. Quand on a une rencontre, à chaque fois, elle a un document là, très, très précis, mis à jour. C'est pas tous les élus municipaux qui font ça, puis elle le fait tout le temps. Alors, pour un élu, là, un député, là, c'est vraiment fantastique d'avoir autant de précision dans les demandes. Elle travaille de façon très minutieuse, puis je voulais l'exprimer parce que c'est remarquable. Et lorsqu'on a des rencontres, la façon qu'elle présente ses dossiers, un bon travail pour Mme Lavoie. Bon, un petit collant dans son cahier. Chantal, j'espère que ça va se rendre à toi, ce message-là. On va s'en occuper. Oui. Bien, merci beaucoup, M. Bérubé. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne année 2020. Bien, merci. Puis moi, je veux souhaiter la meilleure des années 2020 à l'ensemble des Matapédiens, des Matapédiennes. Du bonheur, de la santé, de réaliser ces projets, les réaliser ici, chez nous. Parce que c'est possible de réaliser des grandes choses chez nous. Oui. On est capable de faire beaucoup de choses dans ce paradis au fond d'une vallée. Comme le dit la belle chanson. Oui. C'est un pays entre deux montagnes, un paradis au fond d'une vallée. Si vous ne connaissez pas la chanson, allez voir ça sur YouTube, la Matapédia. Oui. Une chanson un peu emblématique. Comme on a un drapeau de la Matapédia, la fierté, c'est également d'avoir ces symboles. Oui. Et puis, c'est un plaisir de vous servir. Là, on se parle, on ne l'a pas dit, mais depuis mon bureau d'Amqui, en face du cinéma Figaro et du Palais de justice. Alors, c'est ici que Marc-Olivier Caron à temps plein pour vous accueillir, puis moi, le plus souvent possible, ici au bureau d'Amqui. C'était important d'avoir un bureau à temps plein, je m'étais engagé là-dessus. Et 7 ans après, il est toujours ouvert. Bien, merci beaucoup. Merci. Puis, la Matapédia, on se revoit en 2020. Parfait. Au revoir. Là, je vous ai souhaité mes vœux pour l'année 2020. Puis, je remercie les Matapédiens d'être toujours très gentils avec moi, puis qui me supportent, mais... Ils me posent souvent des questions à savoir si ma conjointe va bien. Puis là, ils l'ont vu à la télévision. Puis là, ils aimeraient ça y parler. Puis elle va te souvenir à notre activité, tout ça. C'est vrai, on est bon. Alors, elle va bien, mais mieux que ça encore. Oh! Ah, ben elle est là avec nous. Bonjour, Annie-Soleil. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, merci. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui parce que vous vivez tellement dans une belle région que j'aime. Puis vous le savez, dès que j'en ai l'occasion, ça me fait tellement plaisir de parler de vous à Salut Bonjour, de parler des activités culturelles, des spectacles qui ont lieu ici parce que vous avez vraiment une belle offre culturelle chez vous, de parler des commerces que j'aime aussi dans la vallée, dans la Matapédia. Puis, c'est sûr, là, de venir voir mon chum. C'est sûr. Mais je trouve que vous êtes du bon monde, puis je vous souhaite une magnifique année.
Et c'est toujours un grand bonheur pour moi de venir vous rejoindre. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus, toi? Non, mais il y a eu un tournage de Salut Bonjour à l'école Sainte-Ursule cette année. T'as rencontré Madame Diane! Ben oui! Madame Diane Arbour qui s'était inscrite dans un concours, justement, de Salut Bonjour. Ça s'appelait Salut Bonjour vous accompagne. Et Madame Diane Arbour a demandé à ce que j'aille l'aider à servir les repas pour les jeunes et les profs et tout ça à l'école Sainte-Ursule parce qu'elle avait déjà entendu dire que j'étais vraiment pas bonne dans une cuisine. Fait qu'elle trouvait ça bien comique, Madame Diane, de m'inviter. Puis elle a eu raison. J'étais pas bien bonne, mais j'ai eu du fun, par exemple. On a même fait un topo, nous autres, là-dessus, où on a repassé des images avec toi, puis on a réinterviewé Madame Diane pour parler de ça. Écoute, c'était une nouvelle locale extraordinaire. C'est un moment fort de l'année 2019 dans la Matapédia. Septembre 2019. Alors, toujours un plaisir de venir dans la Matapédia, puis d'en parler, puis d'encourager nos commerçants locaux et tout ça. Alors, ben elle est là, Annie Soleil. Ceux qui me posent des questions, là, elle est là. Ben oui! Donc, envoyez-nous vos questions. On prend toutes les questions, soyez pas gênés. Merci beaucoup, Annie Soleil, de ton temps. On espère te revoir souvent dans la Matapédia. On sait que tu as un horaire extrêmement chargé. Ah, mais tout se peut. Écoute, moi, je dis souvent la blague maintenant quand les gens me demandent, ben oui, mais là, t'habites dans quelle ville? Moi, j'habite dans mon char. J'habite à 20 maintenant. Donc, toujours quelque part entre Montréal, Québec, Matane et tout ce qu'il y a dans le comté, évidemment, comme municipalité. Puis, ce qui me frappe le plus ici, là, c'est de voir à quel point les gens sont gentils. Tout le monde est chaleureux, tout le monde est sympathique, puis c'est ça que j'aime ici, moi, vraiment. On est très accueillants. Tu sais, si jamais tu as du temps libre, là, à la télévision communautaire, on peut t'accueillir comme animatrice bénévole tout le temps. Je retiens bénévole dans ta phrase. Oui, c'est ça! Faudrait demander au ministre de la Culture d'augmenter notre subvention pour te payer. Ben écoute, on a des contacts dans ce domaine-là. Là. C'est ça, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis bonne année. Depuis quelques années, vous pouvez aller vous entraîner à Saint-Léon. Et oui, il y a un gym communautaire à Saint-Léon et on a été invité à faire la visite des lieux avec Monsieur Hudon. Nathalie est allée sur place. Voici le reportage. Monsieur Hudon, on est ici au gym à Saint-Léon-le-Grand. Dites-moi, à quoi ça ressemble le fonctionnement ici? Le fonctionnement, ça ressemble, c'est faire des programmes au monde, leur montrer le bon fonctionnement des appareils, la bonne manière de s'entraîner pour pas qu'il y ait de blessures. Ouais. C'est ça qui est important. Et les heures d'ouverture, c'est quoi exactement? Les heures d'ouverture, comme là, à l'heure actuelle, je débute à 3h moins quart, à 2h45 dans l'après-midi, aller jusqu'à 5h30, tout dépendant s'il y a du monde qui se présente. Je suis ouvert à aller plus tard. Je suis ouvert pour le monde. S'ils veulent, mettons, s'ils sortent ici à 6h, 6h30, je vais être ici. Et à quoi ça peut ressembler un programme, par exemple, là, une routine là, qu'on peut faire ici? J'imagine qu'il y a un échauffement, de la musculation. Oui, parce que disons qu'il y a tout le monde qui peut faire à peu près 10-15 minutes de tapis roulant, tout dépendant, ou d'elliptique. Après ça, il débute par le chest, le dos, les bras. Le lendemain, ça va être les jambes, les épaules, encore les bras, ça va être les triceps. Il y a une programmation qui est un suivi à tous les jours de même. OK. Vous faites un suivi aussi pour voir s'il y a des améliorations? Oui. Il va y avoir des changements, mettons 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, je change le programme. Okay. Et votre bagage, je pense que vous êtes beaucoup entraîné là, dans votre vie. C'est quoi exactement que vous avez eu comme, pas des formations, mais comme parcours là, dans votre vie? Ça fait 31 ans que je suis là-dedans. Puis disons que j'ai de l'expérience là-dedans. J'amène la base. J'ai pas un bagage comme un entraîneur expérimenté, mais je suis capable d'emmener quelque chose sans que la personne, pour pas qu'elle se blesse, qu'elle s'entraîne correctement. C'est ça qui est le principal. Je pense qu'il y a même des gens qui viennent, pas juste de Saint-Léon-le-Grand, qui viennent d'ailleurs aussi pour venir s'entraîner ici. Oui, j'avais du monde d'Amqui. Il y avait au moins 5 personnes d'Amqui qui venaient s'entraîner. J'espère qu'ils vont commencer là. J'ai un de mes chums, lui, qui continue à tous les jours ici. Donc, c'est fort agréable. En plus, c'est gratuit. Comment on peut expliquer que c'est gratuit ici? Disons que c'est la municipalité de Saint-Léon qui offre ça au monde. Il s'agit d'en profiter. Parce que il y aurait des coûts, ce serait la normalité qu'il y aurait des coûts. Mais au moins que le monde qui
qu'ils se disent au moins qu'il y a quelque chose que la municipalité leur offre, qu'ils participent. Parce qu'il n'y aurait rien, disons que... Ils diraient, bien là, on n'a rien dans notre municipalité, mais alors ça, la municipalité offre quelque chose qui est gratuit, quelque chose qu'on tient proprement, puis en ordre. Puis qu'au moins, le monde ici pourrait nous encourager puis participer. Ce serait un avantage pour nous autres. Pas besoin d'être un athlète pour venir frapper à votre porte. Du tout, pour pas être un athlète pour ça. Chacun respecte l'autre. Puis il y a des gyms qui ont des lois. Tu t'entraînes pas en camisole pour pas déranger les personnes. Puis il y a un respect sur ce côté-là. Mais tout le monde. C'est monsieur tout le monde, puis l'âge qu'il n'y a pas d'âge. Alors, ça donne le goût de venir s'entraîner. Bien, merci beaucoup, puis félicitations pour ce que vous faites pour Saint-Léon-le-Grand. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette édition d'Info.tvc. Joueurs de bingo, attention, attention, ce dimanche 19 janvier, il n'y a pas de bingo parce que c'est le Téléthon de la ressource. Donc, votre prochain bingo, prochain rendez-vous, dimanche le 26 janvier, 12h30. Surveillez cette semaine sur nos ondes notre émission spéciale, le projet Impact, qui s'adressait aux jeunes et aux moins jeunes, la consommation d'alcool versus et de drogue versus la conduite automobile. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une très bonne semaine. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.